Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Almanach des Faits Célestes, le bulletin astronomique pour la période du 23 au 30 avril 2022, la quatrième phase de la première lune de printemps. Donc, allons-nous pouvoir voir dans le ciel en ce moment peut-être historique de cette fin avril. On va d'abord commencer par regarder ça. Du dernier quartier, donc la lune se lève au minuit, aux alentours du minuit pour le dernier quartier. Elle est présente en fin de nuit et de nuit en nuit, elle se lève de plus en plus tard et jusqu'au jour du dernier croissant qui aura lieu le 28, on verra le 28, et la nouvelle lune a lieu le 30, donc pas de lune, et il y a une éclipse partielle de soleil qui se produit donc pour cette nouvelle lune qui sera visible au sud de l'Amérique du Sud et en Antarctique. Voilà pour le gros du programme de la semaine. On a Mercure qui arrive à son élongation maximale est, elle est du soir donc, et on la voit très très bien, c'est la meilleure période de l'année pour voir Mercure, et elle est conjointe aux Pléiades à partir du 25, on va la voir tout près de l'amas des Pléiades. Et donc, de jour en jour, elle va se resserrer jusque vers le 7 mai, je crois. Elle est près des Pléiades, elle est conjointe aux Pléiades. Ça veut dire d'ailleurs qu'elle entre dans le premier degré du signe des Gémeaux, car pour la Lune, comme pour les planètes, si elles sont conjointes aux Pléiades, c'est qu'elles arrivent au premier degré du signe des Gémeaux. Alors, on va partager un petit peu. Je partage l'écran tout d'abord pour aller voir les événements. Je fais un premier partage direct. Là, est-ce que tu vois, Christophe? Oui, oui. Tu vois bien? Voilà. Oui, ça va. Pour oui, le c'est visible. résumé. Donc, le résumé de la semaine chronologique. Donc, cette quatrième phase de la première lune de printemps. Donc, pour le dernier quartier, le samedi 23, à 13h56, ce même jour, la lune est conjointe à Pluton. Donc, on voit, bien sûr, elle entre dans le signe du Verseau, elle est à son dernier quartier et elle rentre dans les limites zodiacales car au moment du dernier quartier, elle est encore hors limite zodiacale sud. Elle y rentre à 20h06, alors que le dernier quartier, je vous rappelle, est à 13h56. Alors, le dimanche 24, ce fameux jour des élections, tout se passe pratiquement en héliocentrique. Et en géocentrique, il n'y a que la Lune qui atteint sa latitude minimale, donc là par rapport au plan de l'écliptique, à 23h18, donc tout à fait en fin de journée, et à partir de là, elle remonte donc elle va remonter, elle remonte déjà en déclinaison, et elle remonte en latitude à partir du 24, 23h18. Mais dans cette journée du dimanche 24, il se passe beaucoup de choses en héliocentrique, donc Mercure est opposé à Saturne, dans le 19e degré du signe du Lion, Verseau pour Saturne, et pratiquement même pas une heure plus tard, elle est à sa latitude maximale, donc en héliocentrique, donc elle est au-dessus du plan de l'écliptique, 7 degrés, c'est la valeur de l'inclinaison de son orbite sur la nôtre, sur le plan Terre-Soleil. Le plan Terre-Mercure est incliné de 7 degrés, c'est le plus grand écart, si on ne compte pas Pluton. Et ce même jour, à 23h07, Mars entre dans le signe du Verseau en héliocentrique. Elle est dans le signe des Poissons en géocentrique. Donc lundi 25, la Lune est conjointe à Saturne. On va avoir l'enfilade, la Lune va enfiler toutes les conjonctions aux planètes. Alors ça commence par Pluton au dernier quartier, puis donc Saturne le lundi 25, à voir donc au matin du 25. Ah ben merci de revenir si vite, super. Ça enregistre, c'est génial. Donc je continue. On a été coupé, mais je vois que l'enregistrement continue. Oui. Donc je continue. Ça fait un moment que c'est perturbé. Eh ouais, des fois c'est perturbé, puis le temps est un peu orageux. Il y a problème. On va reparler aussi, on va parler de l'activité solaire aussi tout à l'heure. Alors on en était à lundi 25, Lune conjoint Saturne.
Le mardi 26, elle est conjointe à Mars, donc avoir le 26 au matin, la Lune est en dessous de Saturne, elle est en dessous de Mars, puisqu'on vient de voir qu'elle était en latitude minimale, donc elle remonte, mais elle est en dessous quand même des planètes. Le 27, elle est conjointe à Vénus d'abord à 6h50, à Neptune à 8h01 et à Jupiter à 13h07, car les trois planètes sont très proches. Je rappelle que Jupiter a doublé, enfin, été conjointe à Neptune le 12 avril, et que tout ça, ça se tient encore dans un mouchoir de poche. Et ce même 27 avril, mercredi 27, Vénus est conjointe à Neptune. Donc, on a Lune, Vénus, Neptune, Jupiter. Bon. Vénus arrive donc devant la constellation des Poissons, ce que Neptune ne va pas tarder à faire dès bientôt, là, le début mai, et ce que Jupiter a déjà fait. Jupiter est déjà dans la constellation des Poissons. Et le 28, la Lune est à son dernier, donc on voit le dernier croissant de Lune, parce qu'il n'est pas très avantagé, étant donné qu'il est en dessous de l'écliptique, donc c'est un gros croissant, le lendemain, il ne sera pas visible du tout. Et donc, la Lune n'est pas bien haut, et il faut regarder ça vers 6h20 du matin, le dernier croissant de Lune. Donc, après, ça va nous faire deux bonnes... La nuit du 28 au 29, du 29 au 30 et 3 nuits sans Lune du tout, jusqu'au 1er mai. Le 28, la Lune passe en déclinaison nord, ça sent le printemps. Et Mercure, c'est le jour où elle arrive à son élongation maximale et où Pluton entame sa rétrogradation. Pluton est stationnaire, donc à l'ouest du Soleil, à 15h28 dans le plan écliptique et dans le plan équatorial aussi le même jour. Et donc, elle va être rétrograde jusqu'au 8 octobre. Elle revient jusqu'au 26e degré du signe du Capricorne. Là, elle est actuellement dans le 29e. Donc, il faudra attendre l'année prochaine pour la voir faire une petite première entrée dans le signe du Verseau, puis rétrograder en Capricorne. Ça va prendre 3 ans avant qu'elle y soit vraiment dans le référentiel géo-écliptique. Parce qu'en héliocentrique, elle y rentre en 2024. Et donc, ce même jour, Mercure rentre dans le signe des Gémeaux et donc est conjointe aux Pléiades le 30. Alors, le 30 à 0h28, Mercure entre dans le signe des Gémeaux et à 15h23, conjointe aux Pléiades. Donc, on va se régaler de ce spectacle le soir au couchant, aux alentours de 22h, quoi. Pas après, parce qu'après, il se couche. Hein. Mercure se couche à 22h35 le 23, 22h51 chez moi le 30. Donc, on a quand même largement le temps d'admirer Mercure. C'est vraiment, j'insiste, la meilleure période de l'année. Il y a une fenêtre par an en général pour le soir et une bonne fenêtre aussi par an le matin en général. Et voilà, donc, et pour cette nouvelle lune, nous avons en héliocentrique Mercure opposé à Jupiter et en géocentrique Vénus conjointe à Jupiter. Donc, la nouvelle lune du 30 avril va donc ouvrir la deuxième lune de printemps. C'est une éclipse partielle de soleil et Vénus est conjointe à Jupiter. Quel beau mariage pour cette occasion. Donc, c'est une nouvelle lune qui tient dans son réservoir de tout ce qu'elle va nous déballer, un beau mariage. Vénus conjoint Jupiter en poisson, assez spirituel. Bon, alors il y a plusieurs. On reparlera tout à l'heure dans les commentaires astrologiques des différents mariages possibles. Bref, alors voilà pour nous, pour les événements de la semaine. Et donc, on va pouvoir. On aura des étoiles filantes un peu. Hein. Il y a les Lyrides encore. Donc, le maximum était le 22 avril, mais on peut en voir. Il y en a pas mal de celles-ci jusqu'au 30 avril. Alpha Scorpide, maximum le 28 avril, donc du Scorpion, donc le matin. Et Eta Aquaride, auront leur maximum le 6 mai. Donc, pas mal d'étoiles filantes. Je profite pour dire qu'il y a eu un bolide, un météore, enfin quelque chose qui a été interprété même aussi comme un ovni dans la nuit du 21 avril, mais en fait c'était un étage de la fusée Falcon de SpaceX. Donc ça a été, voilà, et plein de gens ont vu ça en France. Mais ça a été
confirmer que c'est, je vais vous trouver l'article, que c'est un étage de fusée de SpaceX qui s'est détaché, qui est rentré dans l'atmosphère. Voilà, je ne sais pas si tu en avais entendu parler de ça, Christophe. Oui, non, non. Il n'y a plus de partage. Ah oui, c'est Tout vrai, le je monde renvoie le... depuis. Ah ben ça, c'est pas faux. Bon, ben c'est pas grave, mais ça tombe bien, je vais le remettre. Je vais le remettre de suite. Comme ça, parce que maintenant, on va naviguer sur différentes fenêtres. Donc, c'était pour cet article. L'OVNI vu en France n'était qu'une fusée de SpaceX. Enfin, tout le monde n'a pas dit que c'était un OVNI. Mais hier, on m'a parlé d'un double bolide vert. Alors là, il ne s'est pas dit qu'il était vert et ni qu'il était double. Est-ce que c'est le même? Voilà. Mais ce que beaucoup de gens ont vu dans la nuit, alors je n'ai pas réussi non plus à savoir si c'était la nuit du 20 au 21 ou la nuit du 21 au 22. Il semblerait que ce soit le 21 au matin, enfin en fin de nuit. Mais je ne suis pas sûr. C'est pas toi, Christophe, si tu le sais. Parce que moi, je ne l'ai pas vu. Non, j'en sais pas au courant. Deuxième étage de lanceurs de SpaceX. Voilà. Bon, ben ça, un événement de plus en plus fréquent parce qu'il y a tout ce qui descend, tous ces engins qui sont désorbités ou qui se désorbitent entre eux, etc., qui finissent par rentrer dans l'atmosphère et faire des bolides, des étoiles filantes, des météorites. Non, ça crame tout. Alors, nous allons voir un peu le ciel. Nous allons, j'ai pas préparé Stellarium, bon sang. Alors, allons-y. J'ai complètement oublié de vous préparer Stellarium. D'habitude, c'est fin prêt. Et là, j'étais préoccupé par plein de choses. Et entre autres, finir de mettre l'article en ligne. Donc, il va y être bientôt. Alors, ça, je peux le fermer. On a déjà parlé des nouvelles. Mais en attendant que Stellarium ouvre, on va parler un petit peu de l'éclipse. D'abord, l'éclipse partielle de soleil du 30 avril. Donc, voici la carte de visibilité de l'éclipse. Donc, on ne risque pas de la voir. Hein. Elle a lieu au coucher du soleil, c'est à l'heure exacte, donc 22 heures, enfin à l'heure de la nouvelle lune. Maximum de l'éclipse 22h41 chez nous. Donc ici, nous avons un petit film qui nous montre l'évolution de l'ombre. C'est une éclipse partielle, il n'y a pas le point, il n'y a pas de point qui signifie dans ce dessin-là, qui signifie la centralité. Donc l'ombre s'étend sur l'Amérique du Sud au coucher du soleil, vous voyez. Voilà, le soleil gagne. Les derniers à la voir, c'est la côte du Chili. Voilà, et le soleil ne sera pas entièrement masqué, c'est une éclipse partielle. Donc, c'est bon à savoir. Donc, sur le portail sur la page de l'IMCCE, vous avez tous les détails de l'éclipse et également sur le Saros de cette éclipse. Donc, ce cycle de 223 révolutions ou lunaisons, voilà, correspond également à 242 révolutions draconitiques, c'est-à-dire de l'axe des nœuds, et à 239 révolutions anomalistiques, c'est-à-dire de l'axe des absides, c'est-à-dire périgée à apogée. Et donc, ça fait des séries d'éclipses, et donc celle-ci appartient au Saros, une longue série qui a débuté le 15 mai 800 de l'an 850. Voilà, alors maintenant, Stellarium est ouvert. Nous allons aller voir notre ciel de la semaine. Un petit réglage. Eh bien, allons-y. Donc, nous nous rendons, nous sommes le 23 sur cette image et on va aller jusqu'au coucher du soleil. Donc, voilà le soleil. Je dois aussi supprimer les données là, parce qu'il y en a trop. Je cherche juste le nom de l'objet. 16 heures de lever et de coucher également. Comme ça, tout le monde les visionne. Donc voilà, le soleil se couche
Et en début de nuit, donc le soleil se couche, attendez, je vais un peu vite, hein. Il se couche aux alentours de 20h46. Donc voilà, là, il est couché. Et dès le début de la nuit, on va voir Mercure. Alors, l'ouest-nord-ouest, je vais mettre un paysage qui ne cache pas l'horizon quand même. Celui-ci cache l'horizon, donc je mets un autre paysage, l'horizon ouest, dirons-nous. Et vous voyez, donc Mercure est là, à l'ouest-nord-ouest, et on va avancer un petit peu plus quand même, qu'il fasse un peu plus sombre, et on voit les Pléiades juste au-dessus. Donc là, c'est le 23. Et de soir en soir, eh bien, on va se centrer là. On va voir Mercure qui se rapproche des Pléiades. Donc le 23. Ah non, c'est plus au bon moment. Le 23, le 24, le 25, le 26, le 27, oups, le 28, 27, 28, 29, elle est pratiquement devant, hein, et 30, c'est le jour où elle est conjointe. Donc le 30, la nouvelle lune, c'est éclipse totale de lune, conjonction Mercure-Pléiade et conjonction Vénus-Jupiter. Et donc le 30, nous y sommes. Voilà. Et après, elle va continuer à s'éloigner, elle sera encore visible ensemble pendant quelques jours, voilà, jusqu'au 5, 6, 7 mai. Mais les Pléiades, bon, bah, de plus en se couchent 4 minutes plus tôt chaque jour, et le soleil se couche plus tard, lui, chaque jour. Alors, c'est de plus en plus difficile à voir. Mais là, jusque Mercure est bien visible, jusque début mai, et on va profiter de ce moment au crépuscule, donc, et en début de nuit, pour voir la planète la plus difficile à voir, des 5 planètes visibles à l'œil nu, Mercure est de loin la plus difficile à voir, mais là, en ce moment, elle est bien visible à l'œil nu, on ne peut pas la louper. Et donc là, on est déjà le 2 mai, je reviens sur notre... Nous sommes toujours connectés, mais je pense qu'on a perdu le partage d'écran, bien sûr, donc je repars sur l'écran, partager. Là, ça marche. Donc, on en était à Mercure, et bien voilà, donc Mercure le soir, à ne pas louper. Regardez le 27 au soir, là au-dessus de l'horizon ouest, on a un bel alignement Bételgeuse, Aldébaran, Mercure. Pas mal. Et donc ici, les mages d'Orion, voilà. Donc maintenant, je passe une heure plus tard, un peu plus tard dans la nuit, elle est à 22 heures. Au moins, il fait à peu près nuit. Donc, vous voyez, 22 heures, Orion se couche, Sirius se couche. C'est fini, l'hiver est fini, hein. On entre bien dans le printemps. En début de nuit, donc culmine, j'affiche un peu les constellations, bah, l'Hydre, je diminue, et le Lion là-haut. Donc au début de nuit, culmine le Lion avec Régulus, suivi par la Vierge avec Spica et Arcturus du Bouvier, donc l'alignement que de l'ours, que de la grande ours, Arcturus et Spica de la Vierge, et Arcturus se retrouve à culminer au milieu de nuit, au minuit pile, au minuit vrai. Donc, on va y aller. C'est les jours de cette... je peux rajouter azimut-hauteur. Je peux rajouter méridien, comme ça on voit quand elle passe au méridien. Voilà, Arcturus au milieu. Donc, au minuit vrai, Arcturus, qui culmine à 64, 65 degrés de hauteur, donc très brillante. Et au-dessus, il y a la queue de l'ours et en dessous, il y a Spica. Donc ça, c'est au milieu de la nuit, alors qu'à ce moment-là, en minuit, vous voyez, le scorpion est levé. Et d'ailleurs, il y a des étoiles filantes en ce moment là qui sortent un peu du scorpion, les alpha scorpides. Donc ça, c'est Antares du scorpion. J'enlève le méridien. Nous avons donc Ophiuchus, le serpentaire. Et puis, à l'est, nous avons minuit, hein, il est le minuit vrai, donc vers 2 heures du matin, 1h47 chez moi. Nous avons Altaïr de l'Aigle, Deneb du Cygne et Véga de la Lyre qui forment le grand triangle de l'été. Voilà, tout ça se lève maintenant en milieu de nuit. Et au nord, en milieu de nuit, nous avons la petite ours presque debout sur sa queue, le dragon qui la coiffe et la
grand ours qui redescend vers du côté de l'ouest. Et donc, face à la grande ours, si on se tourne vers l'ouest, on voit le lion qui vient du sud et qui descend, et la grande ours qui vient du nord et qui descend. Et ces deux figures, en fait, qui se ressemblent un petit peu. Ça paraît pas beaucoup là avec les dessins des constellations, mais en fait, elles ont beaucoup de similitudes, ces deux figures du lion et de l'ours qui se lèvent. Donc, elles partent, qui se lèvent simultanément du côté de l'est. La grande ours monte vers le nord et le lion vers le sud, dans nos cieux, chez nous, à notre latitude. Et quand elles vont se coucher, on se tourne du côté de l'ouest et on voit la grande ours qui vient du nord et le lion qui vient du sud et qui se couche côte à côte, pareil. C'est assez spectaculaire. Donc, on va finir la nuit. Donc, ça, c'est du côté de l'ouest. Donc, au sud, en milieu de nuit, on a dit Arcturus du Bouvier, la fin de la Vierge. Donc, le scorpion qui se lève. Et du coup, on va se tourner vers le levant, donc, pour d'heure en heure, aller jusqu'à la fin de la nuit. Donc, le Sagittaire apparaît vers 3 heures du matin. Le Capricorne apparaît vers 5 heures du matin et Saturne donc se lève maintenant à 4h09, vous voyez, le 28. Donc, on va aller jusqu'à 5 heures. 5 heures, nous avons Mars qui est levé, elle se lève à 4h48. Et Vénus qui est levée à 5h19, là je grossis, j'avance un peu. Nous avons Jupiter maintenant qui devient visible, qui se lève à 5h24. Et il y a aussi Neptune, vous voyez, que Vénus double donc, et qui se lève à 5h18, que Vénus double le 27. Là, on est le 28 sur cette image. Voilà tout ce qu'on a dans le ciel cette semaine. C'est assez extraordinaire. Donc, en plus, pas de lune, des débuts de nuit sans lune. Donc, si le ciel est dégagé, ben, c'est le régal pour admirer les galaxies du lion, de la Vierge et de l'ours, parce que c'est le printemps, autour des nouvelles lunes de printemps, c'est là qu'on peut le mieux profiter d'un maximum de galaxies, puisque là, on sort du plan de la Voie lactée, du plan galactique. Le lion, la Vierge et la grande ours, qui sont très hauts en début de nuit, permettent de faire une moisson de galaxies pour les observateurs. Ça, c'est magnifique. Que nous reste-t-il, de quoi nous reste-t-il à parler? On va parler du soleil. Hein. Alors ça, c'est pas le bon jour. Mais c'est pas grave. On va parler du soleil. Donc voilà le site où je vais régulièrement. Alors là, on va mettre aujourd'hui le 23. Alors, l'énorme tache solaire qui s'annonçait par des éruptions qu'on voyait jaillir de derrière le soleil la semaine dernière est bien arrivée. Il y a deux énormes groupes de taches. Alors voilà une belle photo d'aujourd'hui. La Terre, pour la comparaison de taille. Donc il y a deux grosses taches qui sont de la taille de la Terre et des filaments. Enfin, c'est hyper. C'est complexe et il y a plein d'éruptions de classe M, donc d'intensité moyenne. Et là, c'est en plein face à la Terre ce week-end. Pour le week-end, on a cette grosse tache qui produit des tas de protubérances et d'éruptions pile face à la Terre. Et là, ce qu'on voit, c'est un filament magnétique qui fait 100 000 km de long. Voilà. Donc voilà pour un peu l'activité solaire. Donc elle est assez intense en ce moment. Donc ça, vous verrez cette image. Vous verrez cette image sur je reviens vers toi, sur l'article que je finis de mettre en ligne. Et on va peut-être partager un petit peu les nouvelles du ciel et de l'espace, les nouvelles astronautiques. Alors, je vous partagerai les images quand il y aura l'occasion d'avoir des images sur certains sujets. J'ai des images. Ah bah tiens, j'ai oublié, mais j'en profite. On va regarder d'abord la Lune. Alors, partageons les images. Je reviens vers toi. Partager.
Donc, je vais tout partager et je vais aller sur mes images ici. Et donc, nous allons d'abord parler de cette lune qu'on va avoir, ce croissant de lune, qu'on va voir diminuer de fin de nuit en fin de nuit. Donc, elle va être à sa libration maximale en latitude le 25. Et voilà, à 6 heures du matin, voilà à quoi ressemble le terminateur. Donc, à ce moment-là, on a le cratère Copernic qui se retrouve au milieu, libration maximale en latitude. Ça veut dire qu'elle nous montre un maximum de nord. Son haut, le haut de la Lune ici, est penché au maximum vers nous. Donc, le cratère Copernic, qui d'habitude est un peu plus haut, là, il se retrouve au milieu. Et il y a une partie du sud qu'on ne voit pas. Ça, c'est le 25 au matin. Et le 27 au matin, donc là, vous voyez, la nuit est tombée, 2 jours de plus, parce que Copernic est là. Donc 2 jours plus tard, la nuit a gagné tout ça sur la Lune, qui fait un tour sur elle-même en autant de temps qu'elle fait le tour de la Terre, donc en un mois. Donc en fait, sur la face visible, la nuit met 15 jours à tomber, et de l'autre côté aussi. Et donc, le 27 au matin, on peut remarquer bien le cratère Aristarque sur lequel le Soleil se couche. Et là, c'est la libration maximale en longitude, c'est-à-dire qu'elle présente le plus son est, donc l'autre côté. Donc, Aristarque est un peu plaqué de ce côté. Et là, on a le grand cratère Grimaldi qui, pareil, se retrouve vraiment très près du limbe. Ça, c'est le limbe. Et ça, c'est le terminateur. Bon, les autres images, c'est là, d'abord une belle photo de la pleine lune, enfin quelques jours avant, le 15, voilà, la lune presque pleine du 15, avec la mer. Attendez, je vous montre les mers, on les voit bien, c'est le moment. L'océan des tempêtes sur la gauche, la mer de la tranquillité, la mer de la sérénité et la mer des humeurs, et là, la mer des crises. Puis après, il y a la mer du nectar. Ça suffit. Les 3 grosses tâches qu'on voit souvent, c'est sérénité, tranquillité, humeur. Et la très, très grosse à gauche, c'est l'océan des tempêtes. Voilà une magnifique photo de la galaxie M95 qui est dans le Lion. M95, M96, c'est des cibles assez fréquentes pour les astrophotographes et les observateurs visuels, donc dans le Lion. Et c'est la très, très bonne saison pour aller admirer ces joyaux au télescope. Donc, très, très belle photo de M95. Ça, nous sommes sur Mars. Une photo réalisée par Persévérance qui s'apprête à s'engager dans le cratère, dans le delta c'est le delta du fleuve du cratère chez Zéro. Persévérance, donc paysage martien, à l'embouchure d'une ancienne rivière martienne. Voilà. Je reviens vers les images, mais je les ai perdues. Je les ai perdues. Comment je trouve? C'est très agaçant, ces images que je perds. J'arrive, il y a un petit bug à chaque fois, je suis désolé. Mais alors, je reviens sur l'image de Mars. Voilà. Donc, aventure sur Mars. Ici, on a une belle photo d'astronome amateur. Je trouve ce genre de truc fort intéressant. Donc, on voit l'astéroïde 103 Hera, donc un objet de notre système solaire, sur fond de galaxies bien localisées, NGC 480, NGC 496. Donc, c'est intéressant. Ça, c'est l'éclipse, on a vu. Ça, c'est le Soleil, les grosses taches et le filament magnétique. Ça, c'est une autre vue de l'ensemble complexe de tout ce qu'il y a sur le Soleil. Donc là, vous avez des protubérances qui dépassent, des filaments magnétiques et des taches. Voilà quelques. Et on voit de là, non, c'est pas la granulation, là. C'est une photo d'Uranus par Hubble, Uranus et ses satellites. Uranus qui va être qui a été très très peu exploré. Donc, il y a eu le survol de Voyager 2 en 80 par là, et voilà, est scruté par Hubble. Et sinon, on n'a pas aucune mission, donc c'est dans les projets maintenant une priorité vers Uranus, entre autres.
Alors, comme autre nouvelle que je n'ai pas en image, on va parler de la station spatiale internationale. Je reviens vers nous. Il y a toujours des news toutes les semaines, hein. Donc là, la NASA a holoporté un médecin à bord de l'ISS. Alors, c'est à voir, hein, voilà, et c'est Thomas Pesquet d'ailleurs qui a interagi à l'époque où il y était, qui a interagi avec ce médecin holoporté. Donc, ça fait partie des choses possibles et en développement. Donc, il faut aller lire l'article, hein. Donc, nous avons une nouvelle européenne qui s'embarque. Alors, ça devait être aujourd'hui, mais il y a des conditions. C'est encore reporté, si j'ai bien compris, à mardi, un vol pour l'ISS. Et dedans, il y a l'italienne donc de l'ESA, Samantha Cristoforetti, qui fait aussi sa deuxième mission et qui parle de l'ambiance dans l'ISS. Et elle dit surtout l'équipage actuel fonctionne absolument bien et ses membres continuent à être non seulement des collègues, mais aussi de bons amis. Et j'attends la même chose de notre équipage, puisqu'elle fait partie d'un nouvel équipage dans lequel il y a toujours des Russes, des Américains, il y a l'Europe avec elle. Bon, donc un équipage toujours international. Et là-haut, tout se passe bien. Et ils y tiennent. Et Dieu merci. Les civils qui ont séjourné sur les SS rentrent déjà sur Terre. Eux, ils ne sont pas restés longtemps. Ils sont restés déjà une petite semaine. Et du coup, il y a Boeing qui décolle pour l'ISS le 19 mai. Donc, ça change. On oublie un peu Boeing dans les lanceurs, mais voilà, il y a Boeing qui revient à la charge pour les lanceurs. En revanche, en revanche, la NASA, là, avec son immense euh, Space Launch System, sa fusée SLS immense, eh bien, ils ont essuyé plein d'échecs lors de tests et ils la rentrent au garage. Finalement, le programme prévu ne se fait pas. Donc, persévérance, nous venons d'en parler. D'autres nouvelles de SpaceX. SpaceX lance une mission spatiale top secrète pour l'armée américaine. Elon Musk donne des kits Starlink à l'Ukraine, pas si vite, c'est une commission américaine qui lui paye. C'est un don intéressé, mais donc le Starlink équipe l'Ukraine et c'est payé par les États-Unis. Mais Elon Musk craint que ces paraboles ne deviennent des cibles militaires. Ah oui, évidemment. Et en plus, Starlink, SpaceX, pardon, je disais, et oui, et oui, et oui, voilà, c'est l'enchaînement, le truc débile. Inévitablement, même si effectivement, ça peut. Si tout le monde peut y avoir accès, que le parti est juste. Alors, et SpaceX, maintenant, ceux qui craignent les ondes, alors là, rangez-vous, expérimentent le Wi-Fi dans les avions avec Starlink. Donc, au secours, pour ceux qui craignent vraiment les ondes. Quoi d'autre? Le télescope spatial James Webb est en train de finir de se préparer. L'instrument MIRI a atteint sa température idéale, c'est-à-dire tout près du zéro absolu, c'est-à-dire moins 200, doit être à moins 270 pour moins 273 degrés Celsius. Quant à Hubble, fait toujours des choses intéressantes. Le télescope spatial Hubble, donc maintenant qui fait office de vétéran, 32 ans, hein. Donc, il y a une magnifique. Ah oui, j'ai oublié de vous la montrer, celle-là. La magnifique mêlée de galaxies photographiées par Hubble. Alors, je vais peut-être le faire quand même, je vous la montre. Je repartage et je l'ai avec ces images-là, mais il fallait tourner dans l'autre sens. Donc, c'était par là. Là, voilà. Photo Hubble de galaxies. Je crois dans le Lion, ça pourrait être des choses qu'on regarde ça pourrait être le quintet de Stéphane, peut-être. Il y a 5 galaxies. Mais c'est peut-être pas précisé à cet endroit-là. Et voilà dernière magnifique photo de Hubble. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que dans cette image, ça démontre que ces 5 galaxies sont confinées dans un halo de matière noire. Donc, ça fait avancer plein de choses et ça fait, pour moi, ça fait partie de billes
qui confirme le modèle Janus de Jean-Pierre Petit, affaire à suivre. Et ensuite, d'autres découvertes et publications, des astronomes tombent sur une micronova. Donc, on connaissait les novas, à la fin de la vie d'une étoile, elles s'effondrent sur elle-même. Les supernovas, quand c'est des très, très grosses. Et là, aussi, il y a des micronovas. Donc, en fait, il y en a à toutes les échelles. C'est ce qu'on est en train de découvrir. Et quand on comprendra aussi comment à nos échelles se produit le même phénomène, on aura avancé d'un grand pas. Et puis, on apprend qu'un programme américain qui était censé enquêter sur les ovnis faisait plus que ça. Et donc, il y a tout un tas de recherches souvent classifiées inadmissibles, non admissibles, qui sont quand même dévoilées dans cet article. Nous avons également les Astronews de Jean-Pierre Martin, une dernière mouture du 22 avril, donc toute récente, avec Zouli, le programme. Donc, il parle des débris spatiaux, de la relativité intriquée, du contrat du siècle dans l'aérospatiale. Mars 2020, les sons enregistrés sur Mars par Curiosity. De Hubble, qui a aussi imagé l'étoile la plus lointaine, là, j'ai parlé la semaine dernière. Pourquoi tant de cachotterie au sujet des objets interstellaires? Là, ils veulent parler de Oumuamua et la Borisov, la comète Borisov. Voilà, donc à lire. Artemis, compte à rebours du test arrêté. Trou noir, le paradoxe de Stephen Hawking serait résolu, point d'interrogation. Les particules, un boson W trop lourd et tout est changé. Il y a plein de choses qui se remisent en question en permanence. Et quelques avancées dans la fusion thermonucléaire, des problèmes en vue sur ITER, ISS mission Axiom 1, les 4 civils dans l'espace dans l'ISS la semaine dernière. Et ici, il y a un article Pour la science sur la fusion nucléaire. Eh bien, voilà. Je crois que j'ai fait le tour des news. Il nous reste à nous saluer en souhaitant que le ciel se dégage, de profiter de ces moments. Donc, bonne semaine à tous. Nous, on se retrouve pour les commentaires astrologiques tout à l'heure. Je donne rendez-vous vendredi pour la prochaine séance. Vendredi, 18h pour le bulletin astronomique, 21h pour les commentaires astrologiques. Car normalement, la nuit de samedi à dimanche prochain, on fait la nuit de marathon de Messier. Enfin, c'est plus vraiment la saison, ça y est, elle est un peu passée, qu'on n'a pas pu faire le mois dernier, alors en espérant que la nuit du 30 avril au 1er mai, il fera beau. Bon, je vous tiens au courant, hein, je vous envoie un message, comme d'habitude, pour vous préciser si c'est le vendredi ou le samedi. C'est bon, l'un ou l'autre, Christophe? Moi, je préférerais le samedi. D'accord, je verrai ce que je peux faire. Quoique, ouais, oui, samedi. Mais bon, après, je peux m'arranger, c'est pas... D'accord. Nous, ça dépendra du temps. Samedi. Nous, ça va dépendre de la météo. Voilà, okay. Donc, il est vrai que si la météo est favorable dès vendredi, on n'attend pas samedi, parce que ça peut être moins bien samedi. Et dans ce cas-là, je ferai le bulletin samedi. Donc, je vous souhaite une excellente semaine. Profitez de Mercure le soir. Hein. Et puis, le magnifique, la lune du matin qu'enfile les perles des planètes de matin en matin. Merci de votre attention. Portez-vous bien. À la semaine prochaine.